Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Une charte de bonne conduite a été signée ce matin entre le Conseil supérieur de la communication et les promoteurs de radio, ce qui marque en même temps la levée effective de la mesure d'interdiction des émissions interactives décidée par le CEC et qui avait suscité une levée de bouclier. Les manifestations de la journée nationale d'hommage aux martyrs de l'insurrection populaire débutent cet après-midi à Ouagadougou, mais le clou de cette reconnaissance nationale aura lieu demain avec peut-être de nouveaux engagements du gouvernement à soutenir les familles des martyrs comme souhaitent ces familles. Bienvenue au journal de 13h15 sur la RTB. Nouveau développement dans l'affaire de la suspension des émissions interactives. Le Conseil supérieur de la communication CSC et les promoteurs de médias audiovisuels ont signé ce matin la nouvelle charte régissant les clauses de bonne conduite des émissions d'expression directe. La présidente du CSC, Nathalie Sommet, a annoncé dans la foulée la levée de la mesure pour compter de demain. Ambiance de ces retrouvailles avec Lazare Pouya. D'un mois de tractation entre le Conseil supérieur de la communication et les promoteurs des radios audiovisuelles. La signature de cette nouvelle charte de 5 pages par les promoteurs des médias audiovisuels pour une bonne conduite des émissions d'expression directe sonne comme une victoire engrangée par les deux parties. Ce référentiel commun qui s'applique aux promoteurs de médias audiovisuels désirant s'inscrire des émissions d'expression directe dans leur grille de programme comporte plusieurs innovations. Il y a des dispositions qui peuvent prévoir le retardement de la voix à l'antenne de 10 secondes. Deuxième innovation majeure, c'est que tout promoteur de médias audiovisuels désireux de faire des émissions d'expression directe doit s'équiper conséquemment, c'est-à-dire avoir des équipements techniques lui permettant d'identifier les intervenants à l'antenne. Troisième innovation, c'est du point de vue de la responsabilité. Ici, on a estimé qu'il était bon de prévoir la responsabilité éditoriale du promoteur. Un délai de 3 mois a été accordé aux promoteurs des radios d'expression directe pour se conformer aux nouvelles décisions, tout en reconnaissant qu'une idée a beau être belle, elle ne détachera pas des autres pour être universellement adoptée. La présidente du Conseil supérieur de la communication a souligné que la pause a été utile pour réfléchir et marquer une meilleure prise en charge des émissions d'expression directe. Naturel que l'on ne comprenne pas notre décision. Mais que voudrait cette liberté si la liberté de ton qui la caractérise peut être source de fractures sociales, donc une menace à la paix, chèrement payée lors de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Le CSE aura-t-il donc eu raison dans sa décision? Dans les prérogatives que lui confère la loi 015 du 14 mai 2013, c'est ça en zambage, oui. L'adoption du document de cadrage et la signature de la nouvelle charte marquent un moment historique de réconciliation entre l'organe de régulation et les promoteurs des radios. Nathalie Sommet a également annoncé une importante décision. Je déclare ici et solennellement que la mesure de suspension des émissions d'expression directe est définitivement levée à compter du 30 mai 2015, date symbolique pour rendre hommage à nos martyrs, héros de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014, tombés sur le champ de la bataille. Une formation à l'endroit des promoteurs des radios est également prévue dans les semaines à venir. Peut-être cette fois, ça sera sans sous haute sécurité. Dépôt de gerbes et retraite au flambeau sont les principales activités inscrites aujourd'hui au programme de la Journée nationale d'hommage aux martyrs de l'insurrection populaire de fin octobre 2014. La cérémonie nationale aura lieu demain, place mémoriale aux héros nationaux. En attendant, les familles des victimes espèrent que le gouvernement de la transition respectera les engagements pris, souhait répété par les familles de Gaston Karambiri et Fabrice Oba que Sirpayete et Eleonore Ouedraogo a rencontrés. Eleonore Ouedraogo sur les familles des victimes qui souhaitent que les engagements pris par le gouvernement burkinabé à l'endroit des martyrs de l'insurrection populaire d'octobre 2014 puissent être respectés. Si tout cela est prêt, nous allons repartir du côté de la régie. Au contraire, nous allons poursuivre notre journal par cette formation destinée aux femmes, les femmes burkinabées qui constituent une frange importante de l'électorat formé pour jouer leur rôle lors des prochaines élections. Un forum national se tient depuis
depuis hier à Ouagadougou à l'initiative de la coalition burkinabé pour les droits de la femme CBDF. L'objectif de cette rencontre est d'accroître le respect des droits des femmes et leur participation à la vie démocratique dans leur pays et dans la sous-région. Reportage Yolande Lombo. Quelques difficultés techniques émaillent donc ce journal. Nous allons vous présenter toutes nos excuses pour ces désagréments. Retour donc sur l'actualité. Dépôt de gerbes et retraite au flambeau sont les principales activités inscrites aujourd'hui au programme de la Journée nationale d'hommage aux martyrs de l'insurrection populaire de fin octobre 2014. La cérémonie nationale aura lieu demain. Place mémoriale aux héros nationaux. En attendant, les familles des victimes espèrent que le gouvernement de la transition respectera les engagements pris. Souhait répété par les familles de Gaston Karambiri et Fabrice Oba que Sirpaïte et Eleonore Ouedraogo a rencontrés. 31 ans, Fabrice Oba est tombé le 30 octobre 2014 lors de l'insurrection populaire. Sorti manifester contre la modification de l'article 37, le jeune Gourmaché et ses amis se sont retrouvés face aux forces de l'ordre. On voulait atteindre l'Assemblée, on n'a pas pu. On a fait demi-tour. Maintenant, en cours de route, on nous fait savoir que l'armée est sortie. On est parti se cacher. Au retour, en sortant, voici une deuxième équipe qui était là. Arrivé à notre niveau, ils ont commencé à tirer comme ça sur moi. D'ici que je me levais, le Fabrice était déjà mort. Gaston Karambiri, quant à lui, est un fonctionnaire international de retour à Ouagadougou pour 10 jours de congé. C'est sur le chemin d'une pharmacie qu'il trouve la mort. Il s'est réveillé avec un petit rhume. Donc, bon, et on est sortis ensemble sur la moto. On partait à la pharmacie. Et avant d'arriver au niveau du goudron, on a vu que les gens revenaient de la ville. Et je lui ai dit, papa, est-ce qu'on ne va pas retourner à la maison? Et puis après, on va ressortir. Il m'a dit, comme toi tu as peur, tu m'attends ici, je reviens. Et c'était comme ça. Il m'a laissé au bord de la voie. Il est parti. Il n'est plus revenu. Plus d'une vingtaine de personnes ont perdu la vie au cours des événements des 30 et 31 octobre dernier. Et la journée du 30 mai retenue pour leur rendre hommage est vue par les familles comme un réconfort. Une journée d'hommage aux martyrs permettra à toute une nation de manifester sa reconnaissance à l'endroit de ces personnes-là qui sont tombées sur les champs de bataille en voulant réclamer de la liberté et de la justice et l'équité. Au-delà de cet hommage, les familles attendent des autorités de la transition la concrétisation des promesses. Le gouvernement n'a qu'à prendre une suivi pour eux, pour ces derniers, et ceux donc qui ont laissé des familles, n'ont qu'à avoir une suivi propre. Ils vont faire quelque chose, ça c'est sûr, parce qu'il y a déjà des promesses, nous on les attend. On les donne tout le temps qu'il faut, on les attend. Les familles nourrissent aussi l'espoir que plus rien de tel ne se reproduise au Burkina Faso, que plus aucun fils de ce pays ne perde la vie à cause de politiciens assoiffés de pouvoir qui font fi de la volonté du peuple. La question de la 5e République pour le Burkina en débat au sein du Centre pour la gouvernance démocratique CGD. Les résultats de cette réflexion ont été soumis hier au Premier ministre Yacouba Isaac Zida par le responsable du centre. À sa sortie d'audience, le directeur exécutif par intérim du CGD s'exprime au micro de Tanga Kafando. Si on veut véritablement réformer la gouvernance au Burkina Faso, tel que cela est souhaité par le peuple, il faut nécessairement changer les règles du jeu. Ça implique d'abord qu'il faut un référendum, parce qu'une nouvelle constitution suppose que le peuple soit consulté directement. C'est la méthode la plus démocratique. Et ce que ça va changer fondamentalement sur le plan politique, c'est le fait qu'il y a eu cette tendance à, à assimiler la constitution de la 4e République à la personne de Blaise Compaoré. Donc il faut dépersonnaliser la constitution. Ça, c'est un argument politique qui relève un peu
du registre de la symbolique. Et sur le plan du droit également, l'adoption d'une nouvelle constitution devra permettre de corriger les différentes faiblesses, les insuffisances qu'on observe dans la constitution actuelle et qui ne sont pas de nature à garantir l'ancrage d'un véritable état de droit. Donc je pense que si véritablement on veut traduire de façon concrète les aspirations du peuple, les aspirations des citoyens dans la réforme de la Constitution, il faut nécessairement passer à une 5e République. Maintenant, la discussion peut se poursuivre sur les modalités. Quand est-ce qu'on organise le référendum? Est-ce qu'on le couple avec les élections générales du mois d'octobre? Est-ce qu'on le couple avec les élections locales de janvier 2016? Est-ce qu'on écrit un avant-projet pour le soumettre à la nouvelle Assemblée qui pourra faire office d'Assemblée constituante? La réflexion doit se poursuivre. Mais à l'étape actuelle, ce dont nous sommes certains et ce dont nous sommes convaincus, c'est qu'il faut nécessairement adopter une nouvelle constitution. Les femmes burkinabées qui constituent une frange importante de l'électorat formées pour jouer leur partition lors des prochaines élections. Un forum national se tient depuis hier à Ouagadougou à l'initiative de la coalition burkinabé pour les droits de la femme, CBDF. L'objectif de cette rencontre est d'accroître le respect des droits des femmes et leur participation à la vie démocratique de leur pays et dans la sous-région. Reportage Yolande Lompo. Qu'elles soient analphabètes ou intellectuelles, toutes seront appelées à aller élire le candidat de leur choix lors des élections couplées de 2015, car selon l'Institut national de démocratie dans son acronyme anglais NDI, aucune démocratie véritable ne peut se faire sans la participation effective de la femme. Les élections constituent en général une opportunité pour les femmes de gagner des places, non pas pour se faire pour leur propre plaisir, mais simplement parce que aussi bien au niveau local qu'au niveau national, ce sont des espaces qui sont ouverts, qui sont faits pour décider des politiques et des orientations politiques, et qu'il est important que les femmes également, les plus touchées par l'analphabétisme, par l'extrême pauvreté, par les questions d'accès à l'eau et à l'école, que les femmes puissent participer aux décisions. Le plus souvent, lorsqu'elles sont membres d'un parti politique, elles sont reléguées à des postes secondaires et ont pour mission de convoyer leurs sœurs dans les meetings. C'est fort de ce constat que le présent forum a été initié par la coalition burkinabé pour les droits de la femme afin de leur offrir l'opportunité d'accéder aux informations utiles. Nous attendons de ces femmes leaders qu'elles puissent relayer les informations qu'elles auront à partir de ce forum-là. En tout cas, toutes les femmes où qu'elles se trouvent qui n'ont pas eu la chance de venir participer à ce forum. Les pesanteurs sociologiques sont encore présentes dans leur vécu quotidien. C'est pourquoi, depuis septembre 2014, le NDI met en œuvre un programme qui vise à renforcer les capacités de ces actrices pour une participation efficace au processus électoral. Les 8e journées du médecin et le 5e congrès ordinaire de l'Ordre national des médecins du Burkina se sont ouverts hier à Ouagadougou sous la présidence de Michel Kafando, président du Faso, président de la transition. Pendant 2 jours, la réflexion sera menée autour du thème éthique, déontologie médicale et exercice de la profession de médecin au Burkina. À l'ouverture déjà, les médecins ont saisi l'opportunité pour demander l'accompagnement des autorités pour assainir les professions. Amandine Lalsaga, précision. La compassion, la passion et la volonté de soigner, des qualités fondamentales pour tout agent de santé. Ces qualités, entrant dans l'éthique de ce corps de métier, feront l'objet de débats 2 jours durant à ces 8e journées du médecin, commémorées concomitamment avec le 5e congrès ordinaire de l'Ordre national des médecins du Burkina. Il y a des travaux, des sessions de travaux avec des sous-thèmes qui ont été choisis, présenté par un spécialiste, discuté par l'ensemble des médecins, et des recommandations ou en tout cas des idées fortes peuvent sortir de ces travaux-là afin qu'on progresse dans la manière de dispenser les soins, de prendre en compte l'intérêt du patient. L'Ordre national des médecins du Burkina a saisi l'occasion pour solliciter davantage un appui des pouvoirs publics afin d'extirper toute personne exerçant de manière illicite cette profession. J'exhorte tous les médecins à se conformer à la loi, car le gouvernement de la transition ne ménagera aucun effort pour soutenir l'ordre face aux médecins en situation d'exercice illégal de la médecine. Je vous encourage à extirper de vos rangs les faux médecins et autres imposteurs qui mettent en danger la vie de nos citoyens
et ternissent l'image du médecin au Burkina Faso. Il m'a été rendu compte que le Conseil régional de l'Ordre des médecins de Ouagadougou a pu mettre hors d'état de nuire un faux médecin qui exerçait depuis 3 ans à Ouagadougou. Pour une meilleure prise en charge des patients, l'Ordre national des médecins du Burkina peut compter sur le soutien des partenaires. L'OMS reste fermement disposée à accompagner le pays dans l'élaboration d'orientations politiques et à favoriser un mécanisme d'échange des expériences et des meilleures pratiques pour la qualité des soins par du personnel de qualité, élément essentiel du concept de la déontologie. Les patients ont droit à des soins de qualité par des médecins compétents, vigilants, prudents et diligents. Les 8e journées du médecin et 5e congrès ordinaire de l'Ordre national des médecins du Burkina ont connu la participation de leurs collègues venus de la Côte d'Ivoire et du Mali. Première participation de la société minière Horizon au Salon international de l'énergie des mines et des carrières, c'est MICA, qui a ouvert ses portes hier à Ouagadougou. Nous recevons comme invité M. Abouaka Sidikou, qui est le directeur général d'Horizon. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour. Merci. Alors, c'est votre première participation. Pourquoi vous avez opté cette fois de prendre part à ce salon qu'on appelle CEMICA? Merci beaucoup pour votre invitation. C'est en effet la première participation de notre société Horizon Bomboré SA au CEMICA. Il faut dire que le CEMICA, c'est le salon international de l'énergie, des mines et des carrières. Et c'est une initiative privée, mais qui s'est posée depuis quelque temps comme un événement incontournable, au même titre que le ProMine, dans tout ce qui concerne la promotion du secteur minier au Burkina Faso. C'est donc une vitrine pour attirer les investisseurs et donner une image du Burkina Faso. Et c'est à ce titre d'ailleurs que je voudrais saluer la présence hier du Premier ministre à la cérémonie d'ouverture, accompagné du ministre des Mines et de l'Énergie. Deuxièmement, c'est une opportunité d'échange avec les différents acteurs du secteur minier, aussi bien nos partenaires actuels que nos partenaires potentiels, et avec, donc, comme je dis, toutes les parties prenantes. Et le troisième intérêt pour nous, c'est le thème qui a été choisi pour cette année, c'est la fourniture locale de biens et services au secteur minier. Et c'est un des défis auxquels fait face le secteur minier burkinabé. Si nous voulons que le secteur minier continue à se développer dans l'harmonie, il faudra donner une part de plus en plus importante aux prestataires et aux fournisseurs burkinabés dans les dépenses qui sont faites par les sociétés minières. Alors, votre projet, est-ce que vous pouvez nous le présenter? Oui, Horizon a développé, est un acteur historique, j'allais dire, de l'exploitation et de l'exploration minière au Burkina Faso, puisque notre compagnie est à la base de la découverte de la mine d'Essakan, qui est la plus grande mine actuellement en production au Burkina Faso. Et sur le projet de Bomboré, nous avons, à la date d'aujourd'hui, après plus de 10 années de recherche, effectué plus de 30 milliards de dépenses d'exploration. Et nous sommes arrivés à un stade où nous avons été en mesure d'introduire au niveau du ministère des Mines et de l'Énergie une demande pour un permis d'exploitation, demande qui va ouvrir la voie en fait à une période de construction de 21 mois qui va générer des emplois et puis des revenus pour l'État burkinabé. Alors, votre projet, vous avez pu faire des études, vous avez pu, en tout cas, tomber à des résultats favorables. Exactement. Et vous allez bientôt peut-être avoir un permis de recherche et commencer l'exploitation minière. Alors, quel impact, selon vous, pour l'économie burkinabé à travers cette mine-là? D'accord. Les impacts sur l'économie du Burkina ont commencé depuis la phase de recherche, puisque nous payons des impôts, nous payons des salaires, nous avons des contributions diverses au budget de l'État. Mais avec l'étape qui vient d'être franchie, c'est-à-dire la demande d'un permis d'exploitation de grandes mines, nous allons passer dans une autre dimension. Ce projet va avoir une phase de construction de 21 mois. Et pendant ces 21 mois, il y a 1044 emplois qui vont être créés, dont plus de 1000 seront occupés par des nationaux. Une fois que la mine aura commencé sa production, la moyenne des emplois directs permanents sera de 658 emplois, dont 635 qui seront occupés par des employés nationaux. Le projet de Horizon Bomboré SA, c'est 204 milliards d'investissements. Et il est important que dans ces 204 milliards d'investissements-là, une grande partie puisse être captée justement par des entreprises
au Burkina Faso pour multiplier les effets indirects de cette participation. La production attendue est de 39,6 tonnes sur les 11 années d'exploitation et les flux générés seront de l'ordre de 868 milliards. Alors sur ces 868 milliards, il y a 555 milliards qui vont aller aux dépenses d'investissement et aux coûts de production pour arriver à produire les onces d'or. La marge bénéficiaire elle-même va être décomposée à 51,3% pour l'État et à 48,7% pour l'investisseur, c'est-à-dire Horizon. Donc les résultats attendus pour l'État sont de 160 milliards de revenus sur la période et de 152 milliards pour l'investisseur. Et ça, c'est basé sur une hypothèse d'un prix de l'or à $1,250. Ça veut dire que si le prix de l'or, au moment de l'exploitation, ce que nous espérons, arriver à augmenter, ces montants-là seraient aussi augmentés par la force. Alors, vous allez construire votre mine peut-être dans les mois à venir. Cela veut dire qu'il y a les aléas, donc la fluctuation du coût de l'or sur les marchés internationaux. Exactement, ça joue. Bon, la date de début de la construction va maintenant dépendre de l'administration burkinabé, parce que nous avons introduit une demande d'un permis d'exploitation. Donc, il faut d'abord que nous ayons ce permis d'exploitation-là, et ensuite, nous allons pouvoir démarrer la construction, et cette construction est supposée durer 21 mois. Donc, nous espérons être à notre première production en 2017. Et les projections que nous avons nous amènent à espérer qu'en 2017, on sera sorti de la crise que connaît le secteur minier actuel avec la baisse des cours de l'or. Oui, continue. Donc c'est un projet qui va avoir, comme je dis, des retombées importantes en matière d'entrée d'argent, en matière de fiscalité, mais aussi des retombées importantes au niveau de l'emploi au Burkina Faso. Et sur le plan local directement, nous avons déjà un budget de CFA pour le plan de réinstallation des populations, et nous allons accompagner ce plan d'action de 868 millions qui sont des mesures d'accompagnement. Pas plus tard que lundi, nous avons lancé un programme de 100 millions pour augmenter le nombre de forages dans la zone, parce que nous voulons amener chaque famille à être à moins de 300 mètres d'un point d'eau, ce qui n'est pas le cas. Le taux de couverture actuellement est de 47% dans la zone, et notre objectif, avant même de rentrer en production, c'est de l'amener au moins à 75% et de le compléter à 100% avant la fin de nos travaux dans la zone. Alors concrètement, qu'est-ce que vous attendez de ce CEMICA 2015 ? Est-ce que c'est pour nouer des partenariats ou bien c'est renforcer les capacités de votre mine ? Qu'est-ce que vous attendez ? Donc, on a participé au CEMICA parce qu'effectivement, on va nouer des partenariats. Il y a des fournisseurs potentiels qui viennent de partout dans le monde, et certains sont au Burkina, nous ne les connaissions pas. Donc le CEMICA nous a donné l'occasion de faire des rencontres B2B pour pouvoir rencontrer, comme j'ai dit, des fournisseurs potentiels. Deuxièmement, ça nous permet, nous, d'expliquer aux gens ce que va être la teneur de notre projet. Parce que le secteur minier au Burkina Faso souffre d'un manque de communication. Nous ne disons pas ce que nous faisons suffisamment, et du coup, on laisse d'autres se charger de dire ce que nous faisons ou ce que eux pensent que nous faisons. Et ça aussi, nous avons décidé, en tout cas au niveau de notre structure, de briser cela. Il faut que nous soyons en mesure de dire ce que nous faisons et de faire ce que nous disons. Et c'est le credo de Horizon dans ce domaine-là. Vous participez à une transparence totale avec l'ITIE. Exactement. Nous sommes partenaires de l'ITIE, aussi bien au niveau de Horizon qu'au niveau de la Chambre des mines, dont je suis aussi par ailleurs le secrétaire général. Nous sommes solidaires de l'ITIE, et nous sommes les premiers à réclamer qu'il y ait cette transparence-là, parce qu'aujourd'hui, les problèmes qu'il y a entre les sociétés minières et les communautés ou la société civile ou l'État, c'est parce que cette communication n'existe pas. Nous contribuons beaucoup. Les sociétés minières ont contribué l'année dernière pour 168 milliards en impôts directs, mais les gens ont l'impression que ce n'est pas suffisant, parce que l'unicité des comptes de l'État fait qu'on ne peut pas dire exactement ce qui a été fait avec cet argent-là. Mais cet argent-là, il se retrouve dans nos salaires, il se retrouve dans nos routes, il se retrouve dans toutes les dépenses que fait l'État. Et nous espérons effectivement améliorer la transparence et la communication pour que les gens sachent ce que fait le secteur minier pour l'économie du Burkina en termes directs, mais aussi avec tous les effets induits. Vous avez toute une kyrielle aujourd'hui d'entreprises qui vivent de l'industrie minière et qui payent des impôts, qui emploient des Burkinabés. Et ça, ce n'est pas négligeable. Voilà, merci beaucoup, M. Aboubakar Sidibou, directeur général du projet Horizon Bamboré SA.
d'être venu ce midi nous parler de votre participation au Salon international de l'énergie, des mines et des carrières, SEMICA. Merci, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation et pour l'intérêt que vous portez aux questions minières. Merci beaucoup. Restez avec nous pour la suite du journal. Le film documentaire réalisé par Alain Foka de RFI sur le capitaine Thomas Sankara a été dédicacé hier. C'est un coffret qui comporte 4 DVD d'une durée d'1h30 chacun. Alain Foka a mis 4 ans et demi à réaliser cette œuvre et il était fier de présenter son film à la salle des fêtes de Ouaga 2000. Reportage Aruna Mari. Le coffret Thomas Sankara retrace la vie, la pensée et l'engagement de l'homme du 4 août 1983. Dédicacé par Alain Foka, journaliste et animateur de l'émission Archives d'Afrique de Radio France Internationale, ce film documentaire d'une durée de 6 heures apporte un éclairage et un témoignage sur le président du CNR, le Conseil national de la Révolution. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, qu'on l'ait vécu ou qu'on ne l'ait pas vécu, il a marqué des générations d'Africains, déjà par son engagement, puis également par l'audace qui a été la sienne, avec celle de ses camarades, parce que quand je parle de Thomas Sankara, j'aime bien parler de ses camarades puisqu'il n'était pas tout seul. Et je me disais qu'il fallait lui faire un coffret qui soit ce que j'ai appelé l'intégrale de Thomas Sankara. Il a fallu des années de dur labeur à Alain Foka et son équipe pour produire ce magazine d'histoire. Un magazine qui résume tout un pan de l'histoire du Burkina Faso. C'est majestueux. Il nous interpelle sur ce que nous devons faire. Les générations passées ont eu leur mission. À nous maintenant d'écrire par nos propres mains d'où nous venons et où nous voulons aller. Son travail de façon générale est très noble et qu'il fasse un coffret sur Thomas Sankara qui est notre pan, un pan de notre histoire, ne peut qu'être salué. Donc je ne peux que le féliciter. En défenseur des archives d'Afrique, Alain Foka, politologue de formation, demande aux Africains d'arrêter d'écraser leurs images. Il souhaite que le continent s'investisse plus dans l'écriture de sa propre histoire. À la dédicace du coffret, difficile pour la salle des fêtes de Ouaga 2000 de contenir le monde. Preuve que 28 ans après sa mort, Thomas Sankara continue de mobiliser plus d'un. L'exhumation du corps du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons est maintenant terminée et les commentaires et analyses vont bon train sur les doutes sur l'identité réelle ou supposée des corps exhumés et sur la suite à donner après l'exhumation. Cette actualité est relayée par certains quotidiens de ce vendredi 29 mai. À cela s'ajoute l'information sur la reprise des émissions interactives en radio et télévision. Revue de la presse signée Abdoul Rasmane Zongo. L'exhumation des restes du président Thomas Sankara met grandement sur orbite un homme qui apparemment devient de plus en plus la coqueluche des médias, sinon est de plus en plus courtisé par la presse. En tous les cas, le quotidien L'Observateur fait un coup de projecteur sur Yamba Malik Sawadgo, l'homme qui a enterré Sankara, à travers une interview exclusive dont voici un extrait. À ceux qui disent que ce ne sont pas les suppliciés du 15 octobre qui sont au cimetière de Dagneux, que Thomas n'y est pas, je réponds que nous, en tout cas, les avons tous enterrés là-bas, dit l'interviewé. Ils ont été enterrés sous le couvre-feu, nous sommes répartis sous le couvre-feu. Avant d'ajouter, on avait l'impression que le président du Faso dormait quand son corps est arrivé au cimetière de Dagneux. Les internautes, eux, exigent la vigilance à travers la phrase suivante. Il faut voir s'il ne manque aucun os. Ce doute est également partagé dans l'Express du Faso à travers des opinions de certains citoyens. Est-ce que c'est réellement les restes du président Thomas Sankara et ceux de ses compagnons, s'interroge un citoyen. Je pense que l'exhumation des restes du président Thomas Sankara, dit un homme, constitue un premier élément qui montre que véritablement la justice est en marche. C'est important que cette exhumation ait lieu. Elle est aussi symbolique et marque la fin du régime Compaoré, dit un autre. C'est un signal fort, affirme un citoyen, et il faut que ça aboutisse. Une autre personne interviewée donne son sentiment. Toute la jeunesse qui s'est soulevée pour renverser le pouvoir de Blaise Compaoré rêve de l'idéal que le président Thomas Sankara a essayé de réaliser pour le Burkina Faso. C'est un monsieur qu'on doit réhabiliter. C'est un modèle, car c'est la valeur du Burkinabé. Il doit être restauré dans sa grandeur. Le journal Aujourd'hui au Faso évoque la fin de l'exhumation et la suite à donner. Après 3 jours de travaux, dit notre confrère, les exhumations des restes supposés des victimes des événements du 15 octobre 1987
se sont achevées le mercredi 27 mai 2015 dans la soirée. La balle est dans le camp des médecins légistes pour confirmer ou infirmer les identités des personnes qui reposent à Dagnoué. Puis il faudra déterminer les circonstances dans lesquelles ils ont trouvé la mort. Enfin, il y a la dernière étape, celle de la procédure judiciaire dont la justice militaire a la charge. Au même moment, le journal Aujourd'hui au Faso nous apprend la levée de la suspension des émissions interactives. Je cite, « On constate une reprise des émissions d'expression directe sur les radios et les télévisions. La suspension qui devrait s'étendre jusqu'à 3 mois n'aura duré que 3 semaines, soit exactement 21 jours. » C'est tout pour cette édition. Merci à toutes et à tous de votre aimable et bienveillante attention à la RTV. Excellent après-midi.